Bienvenue dans ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive qui porte pour titre « Un monde positif après le Covid, l'apport essentiel des nouveaux indicateurs ». Alors, c'est un webinaire dans lequel on va essayer d'aborder avec notre invitée Romina Boarini des sujets un peu plus larges que seulement les indicateurs, mais on est très heureux de vous accueillir. Donc, moi, je m'appelle Cédric Bécher. Je suis directeur associé et cofondateur du cabinet Nomadeis, qui est un partenaire technique de l'Institut de l'économie positive, notamment sur tous les sujets qui ont trait à la mesure de l'impact positif et de l'impact à la fois pour les nations, pour les collectivités locales et pour les entreprises. J'ai été membre de la commission qui a remis le rapport au président Hollande en 2013, la commission présidée par Jacques Attali, avec 45 propositions pour rendre notre économie et nos économies plus positives. Et parmi ces propositions, eh bien, nous avions tout un champ, un faisceau de recommandations sur les questions d'indices et d'indicateurs alternatifs pour aller plus loin que le PIB et essayer de capturer au mieux les évolutions positives de nos économies. Voilà, alors c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série qui s'appelle « Un monde positif après le Covid », qui a été lancée donc par l'Institut au moment au début de cette crise sanitaire. On a déjà reçu Jacques Attali pour réfléchir un petit peu sur la façon de penser le monde dès aujourd'hui et pour demain. On a reçu François Gémen sur le thème de la croissance verte est-elle possible, Patrice Geoffron sur le sujet de savoir quels étaient les modèles pour la sortie de crise. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui, sur cette heure, donc entre 15h et 16h, on va finir à 15h55 pour ne pas empiéter sur la suite du programme. J'ai le plaisir de recevoir effectivement Romina Boarini. Donc j'aurai le plaisir d'être le facilitateur de cet échange. Merci Romina. Voilà, on vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et de participer à cet échange. Alors sur un sujet, encore une fois, qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui, je pense, on va le voir en rentrant dans le thème, parle quand même à beaucoup de monde et à beaucoup d'acteurs sur ce sujet de la mesure de la performance, de la mesure d'impact, etc. Alors, Romina, je vais vous laisser vous représenter un peu plus en détail dans quelques instants, mais on a eu l'occasion de se croiser déjà à plusieurs reprises dans le cadre des travaux menés avec l'Institut de l'économie positive. Vous travaillez à l'OCDE auprès du secrétaire général et vous avez largement contribué à un certain nombre de travaux, notamment dans le cadre de l'initiative Better Life Index. Vous travaillez sur l'initiative pour une croissance plus inclusive et donc vous êtes une économiste spécialisée sur ces sujets de mesure et sur ces sujets d'impact et de mesure d'impact. Peut-être quelques mots de contexte rapidement. Alors, on vit effectivement tous des mesures de confinement très strictes, prises par un grand nombre de pays depuis le début de cette épidémie pour essayer de la contrer. Évidemment, c'est des mesures qui mettent l'économie mondiale dans une situation compliquée, à l'arrêt, ou en tout cas pour une grande part des secteurs et des activités de l'économie. C'est une période qui incontestablement va modifier nos façons de faire, nos modes de vie, nos façons de travailler, qui va nous imposer, et c'est tout l'objectif aussi de cette série de webinaires, commencer à essayer d'y réfléchir modestement avec différentes personnes, et qui va nous imposer de repenser les valeurs et les socles finalement sur lesquels sont fondées nos sociétés. On sait que cette crise, et on va en parler aujourd'hui avec vous, Romina Boarini, va également avoir un rôle de révélateur encore plus fort sur un certain nombre d'inégalités, toucher plus particulièrement les plus précaires dans différents pays, avec bien sûr des situations locales complexes et distinctes selon les pays. Mais on sait aujourd'hui que les plus vulnérables sont bien sûr particulièrement exposés au risque sanitaire. On sait aussi que cette crise, elle constitue une vraie occasion finalement de dessiner les contours de nouveaux modèles. Alors, des modèles socio-économiques, des modèles sur la prise en compte de l'environnement dans nos économies. Il va bien sûr falloir encore plus que d'habitude, et c'est le sujet d'aujourd'hui, inspirer les décideurs, inspirer ceux qui font les politiques publiques pour essayer de leur donner des pistes, des orientations pour que l'on puisse effectivement intégrer les différents changements qui sont nécessaires suite à cette crise. Alors, Romina, peut-être avant de plonger dans le vif du sujet, je vais peut-être vous laisser nous redire un mot sur l'OCDE que tout le monde connaît, mais vous êtes à la fois une institution internationale, un think tank. Est-ce que vous pouvez nous resituer quand même l'OCDE par rapport finalement aux différents jeux d'acteurs qui s'intéressent à ces questions dont on va parler aujourd'hui et nous redire voilà, plus précisément sur quoi vous travaillez, vous, aujourd'hui à l'OCDE. Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc, merci Cédric pour cette belle introduction. Donc, effectivement, l'OCDE, c'est une organisation internationale dont le siège est à Paris, donc quand même bien installée en France depuis son origine, le début en fait, de l'histoire de l'OCDE, qui en fait se situe donc, dans les années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et finalement donc, dans une période qui, quelque part,
ressemble un tout petit peu à celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend beaucoup effectivement parler de reconstruction. Évidemment, et on a entendu beaucoup de chefs d'État parler donc du Covid comme en étant une guerre, et donc que les sociétés et les pays de l'OCDE s'est trouvé à faire face à cette guerre. Donc l'OCDE en fait est né et a été constitué par un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Amérique du Nord et puis certains pays européens pour suivre l'évolution du plan Marshall dans les années 50. Donc depuis, nous sommes devenus en fait un grand forum d'abord de discussion, mais surtout de production des statistiques, d'indicateurs, des recherches, d'analyses, etc. Et effectivement, notre rôle consiste à aspirer la décision publique, donc à fournir des avis, des recommandations qui sont utilisés par les décideurs publics. Un petit peu dans tous les grands domaines, je dirais, de la politique publique. Donc voilà, on couvre des champs tout ce qui est éducation, environnement, évidemment économie. Essentiellement, nous sommes évidemment comme organisation économique. Donc, l'OCDE, c'est l'organisation pour les développements et la coopération économique. Donc, évidemment, la marque des fabriques de la maison, c'est essentiellement donc l'économie, comprendre le développement économique. Et puis, donc, comprendre aussi donc, la dynamique plus large qui va avec, donc, les implications pour la société, etc. Donc, peut-être juste pour dire, et donc ça me ramène un petit peu à mon rôle dans l'OCDE, que donc l'OCDE, depuis désormais, j'ai une quinzaine d'années, évidemment, a aussi élargi beaucoup son champ de réflexion et d'action. Donc, à cette question, donc aller au-delà de l'économie, aller au-delà de mesures de performance classiques. Donc, c'est un petit peu investi de cette question qui est celle donc des nouveaux indicateurs, la mesure du bien-être, et du coup aussi de la croissance et du type de modèle économique qui apporte du bien-être, qui améliore la vie des populations. Et donc, on revient du coup au programme dont je m'occupe, je dirige à l'OCDE, qui s'appelle un programme de croissance inclusive, donc qu'on a lancé en 2012 à l'OCDE et qui est un grand programme en fait transversal qui touche à tous les domaines des compétences de l'OCDE, parce que la croissance inclusive, en fait, c'est un sujet qui se met en œuvre, qui se situe vraiment dans une stratégie économique très large. Donc, et justement, quand on parle de croissance inclusive, dans les différents sujets, il y a notamment le sujet de la santé, enfin dans tous les différents sujets que vous explorez, que vous regardez. Et cette crise, justement, finalement, elle met… Alors, les sujets de la santé étaient naturellement déjà sur le radar des dirigeants. L'idée n'est pas de dire qu'on les redécouvre, mais quelque part, de façon très subite, ce sont des enjeux qui reprennent une place complètement majeure dans la façon dont on apprécie, alors dans l'urgence, la performance des dispositifs de réaction à la crise, mais à terme, est-ce qu'on peut envisager finalement que ce sujet de la santé reprenne une place complètement majeure, même après la crise, dans la façon dont on va travailler sur les questions de croissance inclusive, etc. Et deuxième question, mais en lien avec la première, puisque à l'OCDE, vous collectez beaucoup d'informations, vous observez, vous comparez aussi ce qui se passe dans les différents pays. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, même s'il est évidemment beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, mais est-ce que vous voyez aujourd'hui déjà des différences d'approche un peu et de réaction par rapport à cette thématique de la santé qui ressurgit de façon très forte dans la conduite des politiques publiques et la définition des politiques publiques? Oui, absolument. Évidemment, le Covid, c'est d'abord une crise sanitaire, donc effectivement, place les enjeux de santé au cœur des questions de développement économique et sociétal. Donc, comment les pays gèrent cette crise? Disons, globalement, il y a une stratégie qui est en train de se dessiner sur deux axes. D'une part, c'est un axe temporel, c'est-à-dire qu'évidemment, tout ce que les pays font à des temps, c'est d'aller sur des temps qui sont aujourd'hui les court terme, l'urgence, etc. Mais les pays sont aussi déjà en train de réfléchir un petit peu à la question du moyen terme et le long terme, parce que finalement, la grande leçon qu'on tire donc de la crise du Covid, c'est que la plupart de nos pays n'étaient pas du tout préparés, qu'on avait peut-être dessiné ce système de santé avec des objectifs d'efficacité, de performance, etc., mais pas forcément justement des résistances, pas forcément la capacité de réagir justement par rapport à des chocs ou à des événements de grande ampleur pas attendus. On n'avait peut-être pas les bons indicateurs, justement. C'est ça que on n'avait pas non plus les bons indicateurs, etc. Mais donc, vous voyez, il y a la question d'une part du court terme et du long terme, et donc on voit que les pays sont en train de s'organiser, sont en train de réfléchir, et en fait, pas simplement de réfléchir, mais d'agir déjà par rapport, disons, à un horizon temporel, donc qui donc d'une part couvre la courte période, mais aussi la longue période.
D'autre part, le deuxième axe, je dirais, qui dessine un petit peu cette stratégie, c'est l'effort qui est fait au niveau du territoire, donc national, et puis bien sûr tout ce qui est fait en fait avec les autres pays. Parce que l'autre, évidemment, je dirais l'autre caractéristique de cette crise, c'est que évidemment on parle c'est une pandémie, donc forcément c'est une crise sanitaire qui évidemment se développe au niveau mondial. Et donc on comprend bien que les stratégies des acteurs, notamment des gouvernements, doivent aller bien au-delà, disons, des frontières géographiques. Alors après, quand vous regardez concrètement quelles sont les actions menées et donc comment les pays sont en train de répondre face à la crise sanitaire et donc face à, disons, à la nécessité de devoir déployer vraiment des services de santé qui soient évidemment capable d'atténuer donc la propagation du virus, de traiter les malades, etc. Il y a essentiellement 4 stratégies, quatre choses qui sont en train de se voir. Donc, d'une part, évidemment, il y a toute l'action, encore une fois, qui est l'action de l'urgence, de l'émergence, etc., c'est-à-dire mettre en place donc, des dispositifs de tests, bien sûr les traitements, etc. La deuxième, c'est tout ce qui est, disons, la question de renforcer les capacités donc, des hôpitaux, des différents systèmes médicaux, etc. Donc, optimiser les places, voyez, en gros, faire face évidemment à une arrivée importante de malades. Donc, en essayant essentiellement d'utiliser les ressources existantes, mais disons, voilà, de la façon la plus intelligente possible. La troisième, c'est en fait s'appuyer sur les solutions numériques pour, par exemple, regarder, donc suivre la population, donc tout ce qui est mobilité, comment la population se déplace dans les territoires, etc. Et bien sûr, les virus. Et donc là aussi, on voit que les pays en fait sont en train d'investir notamment dans le développement de ces solutions. Il y a des applications numériques qui sont en train de se créer, etc. Ou l'utilisation, par exemple, de données donc de téléphonie, etc. Et donc, on voit que les pays utilisent ce genre de choses pour comprendre mieux comment la population se déplace et comment les virus se déplacent avec. Et finalement, bien sûr, tout ce qui est en place des protocoles de recherche accélérés, donc pour développer des diagnostics, des traitements et des vaccins. Donc finalement, plus de convergence que de divergence, quoi, finalement. Alors, en fait, voilà, donc on a fait un exercice et donc je vous invite, donc pour les personnes qui sont vraiment intéressées par cet aspect de la crise sanitaire et comment les pays réagissent par rapport à cela, regardez notre site. Donc, on a lancé une plateforme digitale qui s'appelle donc les Digital Hub et donc c'est beaucoup plus large. Ça part vraiment de la réponse globale qui a été donnée par les pays de l'OCDE par rapport à tous les aspects de cette crise, mais on a notamment mis en place donc un outil qui s'appelle, c'est une sorte de relais des politiques, un tracker, on dit en anglais. Donc, on l'a fait pour les politiques de la santé, mais aussi pour ce qui est, par exemple, politique de l'emploi et des protections sociales. Et donc, je me suis amusée à regarder un petit peu cette question, regarder s'il y avait une convergence, une divergence. Essentiellement, il y a une bonne convergence. Donc, bonne convergence. Tous les pays de l'OCDE, même du G20, par exemple, évidemment, on fait des efforts énormes pour augmenter donc, la mise à disposition des tests, des équipements, tout ce qui est protection, etc., médicale, ventilateurs et médicaments essentiels. Donc, il y a une grande mobilisation, évidemment, du personnel de santé, avec, bien sûr, des mesures de sécurité et de protection qui vont avec. Donc, aussi, beaucoup d'actions pour optimiser les nombres de lits hospitaliers, la capacité d'accueil, etc. Et aussi, donc, ce qui est peut-être aussi la caractéristique, je dirais, de cette crise, donc, l'utilisation de ces solutions numériques dont je parlais tout à l'heure, qui, bien sûr, n'étaient pas là dans les pandémies qui ont précédé celles qu'on voit aujourd'hui. En revanche, il y a deux aspects de divergence. Donc, par exemple, la question de rendre les diagnostics, les traitements complètement abordables, accessibles, même d'un point de vue financier, donc aux malades. Et donc là, on voit que c'est pas tout. Donc voilà, que les stratégies des pays de l'OCDE diffèrent. Ou alors, par exemple, un aspect qui m'a intéressé particulièrement, c'est tout ce qui est création ou renforcement de services et soins de santé mentale. Parce qu'en fait, donc évidemment, on voit que non seulement les malades, mais aussi les autres, les personnes, les familles qui entourent les malades et bien sûr les personnels hospitaliers et médicaux sont en train en fait, de vraiment d'avoir des impacts psychologiques, psychiatriques assez importants. Et donc, dans certains pays, on a vu, par exemple, en France, il y a la création d'une cellule de crise nationale donc, qui s'appelle Covid-19 santé mentale. C'est une plateforme nationale qui met à disposition de tous des structures de dispositifs
prise en charge, des soutiens pour traverser la crise. Ce n'est pas le cas de tous les pays de l'OCDE. Et en fait, assez curieusement, quand vous regardez par exemple l'effort financier qui est fait, il n'y a pas énormément de pays qui ont augmenté les dépenses qui vont au secteur de la santé. Donc, même des pays très touchés comme par exemple l'Italie, si vous regardez concrètement les budgets qui ont été mis, pour l'instant, n'a pas augmenté de façon assez importante. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut déduire de ça, c'est très très intéressant ce que vous faites. Alors, encore une fois, je réinsiste bien sur le fait qu'il est tôt pour tirer des conclusions. Il faudra des données. Bon, merci beaucoup d'être allé regarder ce que vous avez déjà mis en ligne sur ce Digital Hub. C'est très intéressant et évidemment, j'invite tous les participants à aller regarder. D'ailleurs, l'OCDE fait tout un travail de mise en accessibilité. Vous l'aviez fait aussi pour le Better Life Index, mise en accessibilité des informations. Oui. Vous ne travaillez pas que pour des gouvernements, vous travaillez aussi pour finalement l'information du grand public. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, les moyens aujourd'hui sont surtout sur les sujets finalement économiques, technologiques, économiques parce qu'il va falloir sauver le soldat des économies, technologiques parce que comme vous l'avez très justement dit, on pressent bien, et c'est un point de convergence, vous me corrigez si je me trompe, qu'il y a une sorte de consensus qui émerge sur la nécessité, même s'il y aura des débats après d'acceptabilité sociétale, mais la nécessité d'aller mobiliser des solutions technologiques. Est-ce qu'en revanche, sur toute la partie sociale, inégalité, est-ce que là, en revanche, le bas blesse un petit peu plus? Et est-ce que vous diriez, c'est peut-être parce que c'est trop tôt pour le moment et ça va venir dans un second temps, mais est-ce que finalement on constate un gap dans les moyens qui sont mobilisés et après on tirera des conclusions de ça par rapport à nos sujets indicateurs? Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Alors, effectivement, je pense que c'est plus une question de timing et comment dire, séquence dans laquelle, en fait, il y aura, pour l'instant, on voit effectivement les pays réagir sur les questions sanitaires parce qu'elles sont effectivement les plus urgentes, mais déjà réfléchir largement et déjà mettre à l'œuvre, je dirais aussi des solutions et des mesures qui touchent évidemment à l'économique et qui touchent au social. Donc, je pense que la plupart de ce qu'on a pu observer s'est concentré dans les domaines de la santé, encore une fois, parce que c'est là qu'on a les feux. Voilà. Mais en revanche, on voit déjà beaucoup de plans d'action et beaucoup de choses qui ont été annoncées, des grandes stratégies gérées dans l'ensemble des pays de l'OCDE qui pensent déjà effectivement aider un certain nombre de populations, évidemment les populations les plus fragiles, mais aussi les petites et moyennes entreprises, etc. Donc tous les acteurs finalement aussi économiques qu'on sait être essentiellement touchés, au plus touchés et qui sont évidemment beaucoup plus exposés, plus vulnérables. Ce qu'on voit, donc je pense que c'est aussi, en tout cas, au niveau, je pense, de l'organisation, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une sensibilité importante dans les pays par rapport à cette question de l'inégalité et finalement de la dimension sociale de cette crise. Donc, c'est vrai que je pense qu'on aura encore plus se faire dans les mois qui vont suivre. Mais je pense que la raison pour laquelle on en entend beaucoup parler par rapport, donc non seulement dans les déclarations, mais concrètement dans les plans d'action, donc les mesures qui sont en train d'être prises pour protéger les plus vulnérables, c'est parce que c'est une crise qui arrive à un moment où, évidemment, on est déjà un plan essor des inégalités. On est quand même dans un moment où les fractures de type social, etc., sont assez importantes. Et donc, quelque part, on le voit très bien en fait, dans les données, dans les statistiques, cette crise, évidemment, va sans doute renforcer les inégalités. Donc, les inégalités ne sont pas évidemment à l'origine du Covid, mais les Covid les met en évidence et donc les expose davantage et peut les renforcer davantage. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience forte par rapport à ça. Et donc, en tout cas, on le voit dans certaines mesures qui ont été prises, par exemple le fait d'aider les ménages les plus pauvres sur toutes les questions de loyer, dépenses contraintes, etc. On l'a vu, on a vu des mesures être donc adoptées en France, c'était adopté aux États-Unis, etc. Donc, il y a énormément de pays en fait qui sont allés dans cette direction-là. Tout ce qui est, par exemple, encore une fois, le soutien à l'industrie, mais donc justement aux petits entrepreneurs, etc. Donc, beaucoup d'attention portée là-dessus. Maintenant, est-ce que les moyens ont été déjà mis à leur totalité? Je ne sais pas encore. Mais voilà, je trouve qu'il y a en tout cas, voilà, la question a été posée et je pense que voilà, il y a un élément sans doute d'intérêt, vous voyez, d'analyse qui est là.
Bien sûr. Alors, vous travaillez beaucoup à l'OCDE sur ces questions de croissance inclusive. Oui. On se recoupe beaucoup dans nos travaux avec l'Institut de l'économie positive. On parle de croissance positive. Les indices qu'on développe et qu'on applique aux pays de l'OCDE, mais aussi à des pays. On a actuellement un travail, par exemple, au Japon avec la préfecture d'Hiroshima. On travaille avec des pays au Moyen-Orient. On travaille avec de plus en plus de grandes entreprises qui s'interrogent finalement sur leur modèle et sur la façon dont elles peuvent finalement être plus positives dans l'impact qu'elles ont sur les générations futures. Donc, on a des Oui. entreprises de tous les secteurs finalement qui s'intéressent à ces indices et qui conduisent des audits approfondis dans les secteurs du luxe, dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que finalement, on voit d'ailleurs un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on travaille nous dire cette crise risque de nous obliger à être de plus en plus inclusifs, de plus en plus positifs dans notre modèle économique, dans la façon dont on fonctionne, dans les partenariats qu'on noue avec les acteurs de l'économie sociale, etc., parce que cette crise va avoir un impact majeur sur un certain nombre d'amortisseurs qui existaient, qui vont peut-être être remis en question au moins temporairement. Et donc, l'entreprise, en tant que lieu de création de valeur, et ça sera un sujet important pour les dirigeants des pays, bien sûr, de l'OCDE et d'autres, va avoir un rôle de plus en plus important. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire, à ce stade, encore une fois, de la réflexion, Oui. on n'a même pas fini le confinement, mais est-ce que vous pensez que oui, on peut dire que la croissance devra être de plus en plus inclusive du fait de cette crise ou pas? Ou est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Je pense qu'on peut dire ça complètement. Et donc là, on vient de parler, disons, de la réaction des États, la réaction des gouvernements par rapport à cette question-là. Et peut-être qu'on peut revenir sur cette question pour aller un peu plus loin, justement, dans quelles sont vraiment les fragilités, les vulnérabilités, les inégalités. Mais juste pour répondre à votre question, ce n'est pas que les États. Donc, on voit effectivement, nous aussi, une dynamique très forte donc, dans les secteurs privés. Donc, chez les grandes entreprises, donc, on a une coalition en fait, d'entreprises qui travaillent sur la question de la croissance inclusive. C'est un projet qu'on a lancé sous les G7 donc, de la présidence française. Donc, c'est une coalition qui se constitue des 40 grandes entreprises donc, du monde entier. Et donc, cette coalition, donc, on travaille beaucoup avec ces entreprises et donc, sont en train là aussi de s'organiser par rapport à cette question de la réponse inclusive qu'il faut donner à cette crise. Donc, on a fait un peu les bilans des actions qui ont été faites par ces grandes entreprises et on voit là aussi qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement. Alors, typiquement, qui sont vraiment de faire de la croissance inclusive. Donc, par exemple, l'effet de vouloir aider tous les travailleurs, de vouloir garantir, par exemple, un travail et un revenu donc au moins pour les prochains, disons pour les courts termes, dans les prochains 3-4 mois. Donc, on a vu beaucoup de ces entreprises vraiment se positionner, faire des déclarations importantes, s'engager dans ce sens-là. Beaucoup de ces entreprises sont en train d'investir dans les territoires, bien sûr avec des donations, des financements, mais souvent en intervenant, par exemple, en aidant enfin, tout ce qui est donc acheminement de biens et services essentiels, etc. On a vu des entreprises, par exemple, qui sont plutôt dans les secteurs énergétiques, etc., de vouloir mettre en place des conditions privilégiées justement pour les ménages les plus pauvres. Donc, et la réflexion plus large qu'on a eue, et vraiment on l'a eue au niveau des leaders de ces entreprises, c'est effectivement celle de dire, donc évidemment cette crise complètement inattendue, met dans une situation assez difficile d'un point de vue économique, mais c'est une occasion effectivement enfin c'est une occasion, en fait, on est dans une nécessité absolue justement de faire de l'inclusion. Et donc, nous, on est plutôt confiants et on voit plutôt effectivement un élément très positif là-dessus parce que, en tout cas, dans les entreprises avec lesquelles l'OCDE travaille, on n'a pas vu, vous voyez, la tendance contraire de vouloir un petit peu se replier sur soi et de dire, bah, maintenant, il s'agit effectivement… Profitons de cette crise pour mettre au stand-by les efforts, etc. Alors, je vous dis aussi, bien sûr, on n'est pas non plus complètement naïf, au sens qu'il y aura sans doute aussi un moment où l'entreprise va devoir faire un calcul qui est un petit peu peut-être plus… je dirais, classique par rapport, par exemple, au fait d'aller voir est-ce qu'il faut restructurer, est-ce qu'on peut vraiment garder donc tous les travailleurs, etc. Mais en fait, même là, j'ai entendu des discours qui sont très rassurants en disant bah, peut-être qu'il ne s'agit pas, vous voyez, de se séparer des travailleurs, mais par exemple, il faut les redéployer. Donc, il y a plus une démarche, envie de dire, d'aller trouver une façon pour pouvoir réintégrer les travailleurs. Donc, la réduction de la restructuration, elle est déjà très responsable et puis vraiment qui est très axée sur cette idée de dire on va plutôt réqualifier ou faire en sorte que les travailleurs qui ont plus de difficultés, disons, avec des niveaux
d'éducation, des diplômes qui sont moins importants, etc., et du coup, qui vont avoir du mal à retrouver forcément un travail, etc. Donc, on va plutôt les accompagner, etc. Donc, là aussi, je pense qu'évidemment, il va y avoir un moment, comme pour les acteurs publics, comme les gouvernements, etc., dans lesquels, évidemment, il va falloir aussi faire des choix difficiles. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que cette idée d'inégalité, enfin, en tout cas, que cette conviction qu'on est dans un moment de l'humanité dans lequel il ne faut pas oublier que c'est d'abord les populations fragiles, les travailleurs les plus fragiles qu'il faut aider et protéger. Donc ça, voilà, on voit tout ça de façon très forte. Un point sur lequel on se rejoint beaucoup dans ce que vous faites à l'OCDE, ce que vous venez de dire, et la vision qu'on pousse aussi avec l'Institut de l'économie positive depuis maintenant plusieurs années, c'est ce besoin de dialogue entre les acteurs publics, d'ailleurs de différents échelons, hein, les États, mais aussi les collectivités locales, les territoires, les régions, qui ont un rôle majeur. On le voit bien dans le plan de déconfinement qui dessine le rôle des maires, enfin la place des élus. Donc il y a bien sûr l'État qui apporte un rôle de cadrage, de structuration, on y reviendra, bien sûr des collectivités locales, des entreprises qui vont avoir un rôle majeur aussi dans la remise en route de l'économie et dans la prise en compte des sujets sociaux qu'on commence à aborder. Donc, il y a un besoin de dialogue. On pousse cette idée, et je sais que vous y êtes sensible aussi, selon laquelle les indicateurs, les nouveaux indicateurs et les indicateurs de façon générale, sont aussi justement d'abord et avant tout des outils de dialogue entre des acteurs qui vont avoir besoin de bien communiquer. Et quelque part, d'ailleurs, on le voit dans des travaux qui sont menés, par exemple, en Afrique, en ce moment, sur la résilience des villes, on dit la résilience, c'est d'abord la capacité à connecter les acteurs et à s'assurer que l'information circule. C'est comme ça qu'on anticipe les crises, qu'on se prépare et qu'on est d'autant plus réactif quand la crise survient. Donc, ce besoin de dialogue, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et est-ce que vous partagez cette idée que les indicateurs, justement, et j'allais dire la culture générale, la conscience collective de la résilience, de l'importance d'avoir sur notre tableau de bord autre chose que les indicateurs économiques classiques, est-ce que ça, c'est un enjeu majeur pour préparer l'avenir? Oui, complètement. Je pense que, en fait, les nouveaux indicateurs apportent beaucoup de choses. Alors, évidemment, je dirais, donc, il y a donc une valeur ajoutée fondamentale, c'est évidemment le contenu d'informations supplémentaires qu'on peut avoir. Et bon, en venant de l'OCDE, évidemment, j'ai aussi envie d'insister beaucoup sur ces aspects plus économiques, statistiques, etc. Donc, c'est quand même des outils qui sont vraiment puissants pour mieux comprendre finalement les mondes dans lesquels nous vivons et les impacts finalement d'une crise, ou en tout cas voilà, des grandes tendances qu'on observe au niveau de la société. Donc, il y a cet élément, je pense, vraiment d'information, de pure information. Mais je pense que les enjeux dont vous parliez, donc les enjeux des dialogues et les enjeux des gouvernances, finalement, des go-construits, etc., sont également importants parce que finalement, quand vous donnez un tableau de bord qui y a un ensemble d'indicateurs qui situe donc un pays ou un village ou une ville, etc. Donc, finalement, c'est une trajectoire en fait de développement, de bien-être, etc. Donc, quand vous faites ça, finalement, vous faites aussi un exercice qui a des limites normatives, c'est-à-dire finalement, vous êtes en train de dire c'est ça les chemins, c'est ça la trajectoire, c'est ça le voyage qu'on a envie de faire, c'est là qu'on voudrait arriver. Il y a un narratif, il y a un enjeu de narratif. Il y a un narratif, absolument, donc ce qui crée aussi justement, vous voyez, je pense, une possibilité, comme vous disiez, de pouvoir connecter les acteurs les uns les autres, de pouvoir échanger finalement sous les valeurs, quelles sont les valeurs communes, quelles sont vous voyez, les croyances finalement qui peuvent être fondatrices en fait pour le vivre ensemble, pour les liens sociaux, etc. Donc, et comme vous dites, je trouve que c'est un point très intéressant de penser à la résilience aussi, justement pas simplement comme une caractéristique presque, vous voyez, implicite dans la façon, j'ai envie de dire, d'organiser l'économie ou la société. Hein. Je pense qu'un économiste, là encore, un analyste de l'OCDE vous dira la résilience, c'est ça. On peut vous dire un système économique, un système de santé, une société à plusieurs résilientes parce qu'on observe objectivement que. Mais en fait, finalement, comme vous le dites, la capacité finalement à dialoguer. Alors, donc, à l'échange, mais finalement aussi à s'engager, je pense, comme j'aurais peut-être le mot, donc un chemin de construction et un chemin de confiance. Donc, on voit, donc l'élément de la confiance revient souvent. Alors, c'est d'ailleurs un des indicateurs qu'on met dans les tableaux de bord, d'indicateurs alternatifs, mais c'est aussi un élément dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Finalement, et on parle tout le temps quand on parle de politique publique, parce que finalement, si vous voulez qu'une politique publique soit effectivement acceptée, qu'il soit effectivement mise en œuvre, donc qui obtient le résultat attendu, il va falloir que les acteurs finalement aient une confiance importante
dans ces politiques. Et donc, là, par exemple, évidemment, que la crise arrive, évidemment, va tester, va challenger donc les niveaux de confiance de la population. Le CDE, on était quand même un petit peu rassurés de voir qu'après la grande crise de confiance, la grande chute de confiance observée depuis la crise financière, la confiance avait recommencé à monter. Ça reste toujours assez faible dans certains pays. Oui, ça reste un challenge quand même constant, oui, c'est ça. Ça reste constant. Alors, donc du coup, par exemple, pour revenir aussi à la question précédente, on voit que dans certains pays, donc par exemple aux États-Unis, vous avez des populations qui pensent qui font plus confiance au secteur privé et donc aux entreprises par rapport au gouvernement pour même résoudre la question des inégalités. Donc, et ça, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément rapport avec les gouvernements en place. Bien sûr. Donc, c'est pas simplement un élément politique, c'est vraiment finalement, parce que là aussi, la confiance, c'est quelque chose que, nous, on considère ça comme un type de, on le définit un type de capital au sens, c'est un stock que vous construisez dans le temps. C'est pas quelque chose, vous voyez, et du coup, on explique les niveaux de confiance aujourd'hui par rapport évidemment à des actions qui sont prises aujourd'hui, mais aussi tout un système de normes, vous voyez, d'institutions qui met des années, voire des décennies à évoluer. Tout à fait. Alors, on a justement, parce que vous parlez beaucoup de confiance et c'est un point très important, on a un certain nombre de questions qui arrivent sur le chat sur la définition de l'inclusion. Parce que pour être en confiance, il faut bien se comprendre. Et donc, je trouve que c'est une question intéressante. On nous challenge un petit peu sur finalement, c'est quoi l'inclusion, comment vous définissez l'inclusion. Et je rajoute une couche à la question, c'est est-ce que finalement, il y a un facteur aussi culturel dans la façon dont on définit l'inclusion. C'est dans la façon dont on va, si on n'est pas tous d'accord sur ce que c'est qu'une entreprise inclusive et ce qu'on attend d'elle, on peut créer aussi des frustrations en fonction aussi du lieu dans lequel on se trouve, du contexte culturel dans lequel on se trouve, des politiques publiques qui sont mises en œuvre dans tel ou tel pays. Alors en quelques mots, parce qu'on a malheureusement assez peu de temps et que ce sont là tous des sujets très complexes, mais qu'est-ce que vous pouvez préciser sur cette notion d'inclusion? Alors pour nous, le C2, la notion d'inclusion est une notion qui est à la fois large, mais à la fois aussi très précise. Elle est large parce que justement, parfois vous avez, disons, dans les passés, dans les approches un petit peu plus traditionnelles, on a toujours défini l'inclusion comme en disant, par exemple, de type l'inclusion socio-économique, la participation au marché du travail. Et bon, évidemment, c'est un élément important. Donc, évidemment, l'inclusion d'un point de vue de la croissance inclusive, c'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à un bon travail. Et donc, accès à un bon travail, ça ne signifie pas simplement un poste de travail, mais ça signifie aussi un travail qui est bien rémunéré, qui donne, qui donne lieu à un certain nombre de droits, etc., des conditions de travail, etc. Mais il y a toute la question, si vous voulez, aussi de comment on y arrive. Donc, finalement, ce qu'on met aussi dans l'inclusion le CDE, c'est pas simplement que vous avez un travail aujourd'hui et que vous gagnez bien votre vie, mais que finalement, vous avez des opportunités, vous et vos enfants, si vous en avez de pouvoir évoluer. Donc, en fait, dans cette notion d'inclusion, ce qu'on met aussi beaucoup, c'est les chances en fait, de mobilité entre les générations. Et donc, de façon plus large, en fait, l'idée d'égalité d'opportunité. Donc, en France, on parle d'égalité de chance ou d'égalité de trajectoire. Donc, l'idée que, voilà, évidemment, si peu importe que vous soyez né dans une famille modeste, revenu modeste, revenu, etc., vous devez toujours avoir la même possibilité d'avoir accès à un certain nombre de biens et services, etc., mais aussi évidemment à des possibilités économiques, etc. Et puis même, l'autre élément de l'inclusion pour nous, très important le CDE, c'est ses côtés un peu multidimensionnels. C'est-à-dire, on ne parle jamais dans des termes strictement économiques. Évidemment, tout ce qui est opportunité économique, c'est important pour nous, mais par exemple, la question de la santé, la question de l'éducation, la question des liens sociaux. Finalement, en fait, la notion de bien-être, donc du coup, ce qui est capturé par les nouveaux indicateurs, est complètement sous-jacente en fait à notre définition de la croissance inclusive. D'ailleurs, historiquement, c'est comme ça qu'on a procédé au CDE. On est parti d'abord avec la notion de bien-être. Travail. Et ensuite, on est revenu avec l'idée de dire quel modèle économique finalement nous apporte donc de l'inclusion au sens que tout le monde vraiment est mis en condition de. Alors après, on peut aller un peu plus loin et on peut commencer à parler d'égalité donc des résultats. Je ne sais pas si on va avoir mais donc qui touche effectivement à toute la question aussi de la distribution des revenus et dans quelle mesure cette distribution des revenus, par exemple, on s'attend que ce soit équitable. Déjà de la dynamique de marché ou est-ce que si elle n'est pas suffisamment, donc si quand vous faites un travail, etc., vous ne gagnez pas votre vie, évidemment, est-ce que vous avez droit, ou est-ce qu'il y a une protection sociale qui va avec pour redistribuer les chances aussi après l'opération du marché.
L'élément culturel, alors il est là quelque part, mais pas tellement dans la définition d'inclusion. Alors après, vous pouvez avoir effectivement, ça c'est sûr, il y avait des pays par exemple qui donnent plus d'importance sur la question de l'inclusion des minorités ethniques, ou des Oui. pays dans lesquels, par exemple, l'inclusion, en tout cas l'égalité femmes-hommes est moins importante. Culturellement, ça l'a été, mais c'est vrai qu'on voit typiquement sur la question du genre, et donc l'égalité femmes-hommes, on voit de plus en plus des convergences. C'est-à-dire que même dans les pays où, évidemment, traditionnellement, bon, il y avait un modèle organisé autour du père de famille, etc. Bon, bah ça perd complètement, en fait, ça va dire. Donc, et c'est intéressant parce que du coup, la culture est certes très importante, mais finalement, c'est aussi évidemment une convention. Donc, vous pouvez complètement l'impacter justement par un certain nombre de décisions publiques, politiques, etc. Ce n'est pas des choses qui sont figées. Très, très intéressant. Et merci parce que je pense que ça clarifie et j'espère que ça répond aux questions qui ont été posées sur le sujet. Donc, vous dites bien finalement trois grands volets dans cette définition d'inclusion. Un volet travail décent, accès équitable au marché du travail, bonnes conditions, etc. Tout un sujet sur lequel je voudrais revenir qui est la mobilité entre les générations, puisque ça, pour l'économie positive, c'est essentiel, puisque la façon dont on a défini tous nos indices et le rapport fondateur au président Hollande en 2013, c'était de dire l'économie positive, c'est une économie dans laquelle tous les acteurs, publics, privés, etc., placent les intérêts des générations futures finalement comme priorité numéro un finalement dans la façon dont ils travaillent. Et puis vous donnez un troisième pan qui est effectivement cette notion d'approche transversale justement et d'arriver à avoir une vision plus large que seulement le sujet économique. Si je reviens une seconde sur la mobilité entre les générations, puisque c'est un sujet vraiment clé pour nous, et si on rentre un petit peu plus dans le concret, même si c'est pas simple, est-ce qu'il y a des indicateurs en particulier ou alors sans forcément parler d'indicateurs, déjà des critères ou des sujets qu'il faudrait commencer à regarder un petit peu plus dans les outils de suivi de la performance et des progrès qu'on a, qui vous viennent à l'esprit, qui n'ont peut-être pas forcément réussi à s'imposer jusqu'ici, mais dont on pourrait penser que cette crise sanitaire pourrait devenir un peu une sorte d'accélérateur ou un sas qui pourrait plus facilement les mettre sur le devant de la scène. Est-ce qu'il y a des indicateurs, des idées, des sujets qui vous viennent à l'esprit et qu'il faudrait peut-être essayer de ressortir un peu alors, je vais vous dire, donc il y a évidemment là aussi beaucoup d'indicateurs, beaucoup de façons de finalement analyser, mesurer la question de la mobilité entre générations. Vous pouvez même regarder intra-génération ou entre générations. C'est souvent des critères, j'ai envie de dire, qui sont plus de nature économique. Donc, vous regardez essentiellement la relation qui existe entre votre niveau de revenus et les revenus de vos parents, alors de vos enfants, et donc vous regardez dans quelle mesure cette corrélation c'est important. Si elle est très importante, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a très peu finalement de mobilité, il y a plutôt de l'immobilité. Après, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin et par exemple regarder, donc c'est ce qu'on a fait, notre direction des affaires sociales a lancé l'année dernière une grande étude justement qui faisait l'état, enfin qui regardait l'évolution de cette mobilité ou immobilité économique entre les générations, mais aussi par exemple tout ce qui est la mobilité au niveau des résultats de l'état de santé. Et donc là aussi, vous pouvez regarder simplement comment, voilà, si vous êtes né dans une famille au revenu modeste, est-ce que vous avez plus de chances de développer un bon ou un mauvais état de santé. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses et donc, vous pouvez regarder bien sûr donc la corrélation, donc en tout cas la probabilité, vous voyez, de faire mieux ou moins bien par rapport à votre niveau d'éducation. Donc, vous pouvez essentiellement sous tous les indicateurs que vous pourriez, par exemple, mettre dans un tableau de bord, donc les nouveaux indicateurs, vous pourriez imaginer que si vous les observez au fil des générations et vous regardez donc si donc il y a une sorte de tendance lourde, dans le sens que dans les générations, ces indicateurs, finalement, vous une image assez d'une société voilà, peu mobile, voilà, ça vous donne simplement une information sur la capacité donc donc c'est vraiment sous les chances que vous avez ou pas, et donc finalement sur cette capacité donc des générations de pouvoir faire mieux. Juste pour vous dire un chiffre un peu clé qu'on a sorti justement dans cette étude dont je parlais tout à l'heure à l'OCDE, donc on a fait donc un calcul qui trouvait que un enfant qui naît dans une famille dans les bas de la distribution des revenus aujourd'hui mettrait 4 ou 5 générations pour attraper les revenus moyens. Donc ça, c'est la moyenne de l'OCDE. Après, vous avez des pays, les pays très inégalitaires, donc les pays d'Amérique du Sud, où ce chiffre est plutôt
c'est de l'ordre de 6 sur 7. Les pays du nord de l'Europe qui sont plus égalitaires, c'est plutôt du 3, 4, etc. Quand même, ça vous donne, donc ça veut dire, donc 4 ou 5 générations, ça veut dire 150 années. Donc ça fait beaucoup, vous voyez. Et de façon plus large, on a constaté dans les pays de l'OCDE qu'il y a plutôt une tendance à l'immobilité. Donc, il y a plutôt, donc on dit l'ascenseur social a plutôt ralenti. Si on regarde typiquement les générations donc, des enfants donc, du millénaire, on voit qu'ils ont moins de chance, enfin, ils sont en train de faire moins bien, par exemple, que les enfants de la génération baby-boom. Donc, ça, on l'a vu, etc. Maintenant, dans la crise actuelle, évidemment, oui, on est assez inquiet. Éventuellement du risque possible parce qu'on sait, alors de façon générale, on sait que chaque crise a toujours un impact assez négatif, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les générations, par exemple, qui sont en train de terminer les études, intègrent le marché du travail au moment où la crise tombe, c'est aussi des générations qui vont avoir des conséquences assez lourdes. Et on le voit justement, on a fait l'exercice en regardant les générations qui rentraient dans la machine du travail justement au moment de la crise financière de 2009, ces générations-là, non seulement, donc ces individus-là, non seulement sont entrés plus tard dans la machine du travail, mais au niveau des revenus, n'ont jamais rattrapé les retards. C'est ça, ils n'ont pas rattrapé. Ouais, c'est ça. Ils n'ont jamais rattrapé les retards. Et donc ça, on est évidemment assez préoccupé là-dessus. Après, c'est important de voir dans quelle mesure les pays sont capables d'anticiper cet effet-là. Typiquement, par toute une discussion, évidemment, les opportunités d'emploi, mais aussi sur la capacité de faire en sorte que les enfants, les jeunes adultes, c'est dit aujourd'hui, c'est quand même, malgré cette nouvelle façon d'étudier, etc., avoir accès à tous ces services universitaires, puissent quand même avoir un niveau de d'éducation, de qualification, etc., qui soit suffisamment important. Mais un autre élément, et on regarde aussi le C2, c'est la question de la perception. Donc, par exemple, et donc là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est vraiment des mesures très objectives. Donc, vous pouvez regarder donc, cette corrélation. C'est très quantitative, voilà. Tout est quantitatif. Et vraiment, on regarde les revenus, donc les caractéristiques des individus. Regardez, est-ce que, donc, voilà, encore une fois, comment ça évolue dans le temps? Est-ce que, en gros, la famille dont vous venez, donc, à laquelle vous avez, etc., va avoir un impact lourd, etc. Mais il y a aussi toute la question des perceptions, donc les ressentis individuels. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on voyait que c'était déjà le cas, donc avant le Covid, que si vous posiez la question donc, au bar même, donc, où les personnes, on va dire, dans les groupes d'âge 40, 55, donc vous posez la question, est-ce que vous pensez que vos enfants vont faire mieux ou moins bien que vous? La plupart, je pense qu'il me semble au moins 60% de l'OCDE, des personnes interrogées à l'OCDE, vous disiez non, on pense plutôt qu'il y aura justement une décélération et plutôt donc il y a une détérioration des conditions de vie. Et donc on le voit donc cette sorte de pessimisme, si vous voyez, ou en tout cas, si vous voulez, c'est cette sorte de perception assez négative, finalement, justement assez craintive, etc., par rapport à l'avenir, on voit s'accélérer dans la crise, où évidemment, les gens sont particulièrement angoissés, enfin, voilà, on a quand même une crainte importante. C'est ça. Donc, très intéressant. Donc, il y a tout ce champ, effectivement, de mobilité entre les générations et vous donner des exemples très concrets. Avant qu'on parle de façon plus globale, finalement, peut-être des barrières et de ce qui empêche le développement de ces nouveaux indicateurs et donc, du coup, dont on pourrait peut-être espérer d'une certaine façon qu'une des conséquences, au moins positives, s'il y en a quelques-unes de cette crise, soit peut-être de débloquer un certain nombre de nouveaux indicateurs. Je voudrais dire un mot des indicateurs environnementaux parce que dans votre troisième pilier de la définition de l'inclusion, il y a tout ce sujet, effectivement, voilà, de ne pas regarder que l'économique, de regarder le bien-être au sens large. On a des questions qui arrivent sur le fil de discussion, par exemple, je trouve sur des sujets très intéressants, là aussi complexes, mais sur les biens communs, par exemple la gestion des biens communs, la gouvernance des biens communs. Donc ça, c'est effectivement des thèmes que vous connaissez, qui ont été notamment étudiés par une des premières, voire la première femme prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom. Et donc ça m'intéresserait peut-être vraiment en quelques mots d'avoir votre avis sur cette notion de bien commun, de gouvernance des biens communs. Est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on n'utilise pas aujourd'hui, peut-être parce que c'est compliqué d'avoir des données ou parce que c'est compliqué d'un point de vue idéologique, dogmatique, je ne sais pas. Donc on a une question sur les biens communs et une autre qui me semble intéressante dans le fil de discussion sur celui des nouvelles, sur le thème des nouvelles comptabilités écologiques, avec cette notion de mise en perspective entre le capital humain, le capital environnemental, le capital économique. Bon, et donc ça, Dieu sait que quand on a travaillé sur les nouveaux indices d'économie positive et sur les travaux que vous faites vous à un niveau encore plus développé à l'OCDE,
on voit bien la complexité de ces sujets et la difficulté de créer des cadres qui restent lisibles, puisque un des grands enjeux, c'est aussi de travailler sur des indicateurs qui parlent à tout le monde. Ça, c'est un point aussi que je voudrais verser au débat, c'est de ne pas avoir des indicateurs que pour des acteurs extrêmement pointus, mais des indicateurs qui parlent aussi au plus grand nombre. C'est ça aussi l'inclusion, c'est d'arriver à communiquer avec la plus grande partie de la population. Mais donc, avant d'aborder ces questions, déjà sur l'aspect environnement, là, nouvelle comptabilité écologique, bien commun, Oui. est-ce qu'il y a quelques messages clés que vous voulez faire passer sur les travaux que vous menez à l'OCDE aujourd'hui? Alors, donc évidemment, les messages clés, je dirais qu'un message clé dans les contextes actuels, c'est vraiment penser donc à cette crise comme une occasion, comme une opportunité pour accélérer la transition écologique que tous les pays doivent faire. Donc, la planète, l'environnement, évidemment, c'est l'exemple par excellence d'un bien commun. Donc, une des choses qu'on a observé au niveau de l'OCDE, ce qui est évidemment, quand vous avez l'économie qui a été confinée, fermée, etc. Donc, tout s'est arrêté. Vous voyez aussi typiquement une réduction de tout ce qui est pollution. De l'air, particules fines, etc. Tout ça, c'est parfait, c'est magnifique. Donc, on voit, ça a déjà des impacts positifs sur la santé. On le voit. En Chine, par exemple, seulement au mois de février, l'arrêt de la production industrielle s'est accompagné d'une réduction des émissions de CO2 de 25%. Et la chose qu'on sait aussi, dans l'expérience qu'on a appris, dans l'expérience des crises précédentes, c'est que donc cet effet-là, c'est toujours un peu temporaire. C'est-à-dire, donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas penser qu'on a réglé le problème de l'environnement. On ne l'a pas du tout réglé. Et donc, en revanche, voilà, si vous regardez l'historique, et on a également publié un papier sur le sujet cette semaine. Donc, si vous regardez l'historique des crises, ce qu'on voit, c'est qu'au moment de la crise, évidemment, tout s'arrête, la production s'arrête, etc. Ça devient tout beaucoup plus, la consommation devient aussi beaucoup plus sobre, etc. Puis ça répare. Donc, la tendance est parfois ça répare plus vite. Donc, ce qui est très important de comprendre là pour l'environnement, c'est ça, c'est qu'évidemment, il s'agit non pas parfois de se dire, voilà, on n'a pas réglé le problème, on n'a pas réglé, ça c'est un problème fondamental et lourd, et donc il va falloir revenir globalement. Mais est-ce que justement, je me permets de vous interrompre, une question, est-ce que on peut se dire, bienvenue aux générations futures dans notre, voilà, c'est ça. Webinaire. Et j'ai essayé quand même de courir avec mon fond de l'OCDE, mais il est quand même… Elles sont les bienvenues. Pardon, allez-y. Pas de souci. Une question justement, est-ce que finalement un indicateur qu'il faudrait peut-être avoir le courage, ou du moins l'ambition de mettre sur le devant de la scène, c'est pas justement de se dire, alors je crois à l'échelle européenne, 500 milliards d'euros de plan de relance, ce sera probablement même encore plus, est-ce qu'il ne faudrait pas mesurer de façon beaucoup plus précise, de façon très précise, quelle part de ces moyens publics vont vraiment être mis sur l'accélération de la transition énergétique et écologique, qui est aujourd'hui quand même vraiment rentrée dans des cadres réglementaires, donc il n'est pas question de faire facilement marche arrière, Dieu merci, donc on peut espérer quand même que même si la croissance reprend de façon quasiment débridée au début, il y a quand même des cadres réglementaires qui vont mettre des garde-fous, en tout cas on peut essayer de façon optimiste de le penser. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait plaider pour justement des indicateurs qui permettent de vraiment se dire, est-ce qu'on ne va pas déverser 500 milliards d'euros dans l'ancienne économie? Est-ce qu'on va vraiment être capable aussi, tout en prenant soin de sauver les secteurs qui en ont besoin, mais de vraiment enclencher une transition qu'on n'aurait pas pu rêver d'enclencher à cette dimension sans la crise, parce qu'on n'aurait pas eu autant de moyens publics finalement mobilisés? Complètement. Alors, complètement. Et d'ailleurs, si je reprends la question, disons, d'un point de vue des indicateurs, des nouveaux indicateurs, donc justement, une des limites de ces indicateurs, malgré toutes les avancées, les études qu'on a pu faire, y compris à l'OCDE, c'est souvent des indicateurs qui font disons, qui s'occupent, qui vont vraiment recenser, appréhender ce qui est fait au niveau déjà de la nation. Donc, typiquement, il y a un aspect des biens communs qui échappe parce que vous, par exemple, vous pouvez regarder la performance au niveau de votre pays, mais bon, si ensuite, par exemple, vous consommez énormément vous consommez énormément et cette consommation, finalement, elle est produite dans un pays, finalement, vous êtes en train, évidemment, de transférer, exporter les problèmes ailleurs. Donc, ça, c'est un problème dans les nouveaux indicateurs. Donc, il nous faut, évidemment, des choses qui nous donnent non seulement la performance d'un pays, mais dans un sens beaucoup plus global. Donc, et c'est vrai que ça fait partie des choses que les ODD, évidemment, ont beaucoup mis sur la table et on essaie au niveau des indicateurs de pouvoir les capturer, on a fait des choses. Mais après, vous y allez encore plus loin parce que, donc, là encore, si je prends vraiment à la lettre, disons, la façon dont les nouveaux indicateurs construits, c'est souvent des indicateurs de résultats.
Donc, Exact. il ne mesure pas forcément l'effort qui est fait au niveau financier ou alors même l'effort en termes de mesures politiques mesures adoptées. Donc, vous ne savez pas si un pays utilise donc plus de la taxe carbone ou alors fait de la réglementation étroite, etc. Vous ne le savez pas. Et donc, c'est un peu aussi la limite. Donc, je pense la limite de nouveaux indicateurs parce que vous donnez énormément d'informations, mais il faut aussi, évidemment, aller beaucoup plus loin et les mettre en Regardez quels relation moyens ont avec… été mobilisés pour arriver à l'objectif. Complètement, complètement. Donc, l'évaluation, finalement, des efforts qui sont faits par les différents acteurs, pas uniquement l'État, mais parce que, je veux dire, vous pouvez dépenser l'argent, mais il ne s'agit pas simplement de dépenser de l'argent. Évidemment, quand vous commencez à dépenser de l'argent, c'est là créer un système d'incitation qui peut avoir des effets assez profonds, finalement, sur les comportements des acteurs, des uns et des autres. C'est surtout ça qu'il faudrait pouvoir caractériser, finalement, un indicateur de dépenses. Je ne suis pas sûre qu'il vous donne toujours ce que vous voudriez. Mais en tout cas, il est certain qu'en effet, là, à l'heure actuelle, en tout cas, nous, on insiste beaucoup à l'OCDE sur cette question, typiquement dans la discussion de la relance du stimulus budget qui, là, on voit évidemment être adopté par tous les pays de l'OCDE. Et ben, là aussi, ça ne doit pas être n'importe quelle relance. Ça doit être une relance verte et inclusive. Donc, finalement, une relance qui, encore une fois, va pouvoir catalyser, va pouvoir accélérer, impacter davantage donc, cette transition. Donc là encore, non seulement il ne faut pas faire marche en arrière, j'ai envie de dire, mais au contraire, il faut plutôt dire, donc c'est le moment on a de l'argent à ces moments, donc il va falloir l'utiliser pour pouvoir évoluer d'action. Bien sûr. Il nous reste 3-4 minutes, donc j'ai envie de vous poser une toute dernière question, un peu, j'allais dire, plus ouverte, sur finalement le poids des États et le rôle des États. Dans les premiers diagnostics qui avaient accompagné le lancement des réflexions sur l'économie positive, il y avait tout ce questionnement finalement sur la force des démocraties, la force de l'État, la force du système public versus la force du marché. L'idée n'est pas d'opposer, mais c'est de se dire qu'il faut trouver un équilibre finalement dans l'intérêt justement des différents acteurs, des différentes parties prenantes. On décrit parfois finalement un affaiblissement des États par rapport à la sphère économique. Est-ce qu'on peut se dire, et ce sera un peu ma question conclusive en lien aussi avec ces nouveaux indicateurs, est-ce qu'on peut se dire que cette crise pourrait être de nature à renforcer, disons positivement, le rôle des États comme finalement des agents de régulation, des agents d'impulsion pour des vraies transformations profondes et incontestablement le secteur économique devra appuyer, mais qui doivent peut-être être initiées par le politique finalement en réponse à des attentes de citoyens? Alors, je pense que ce qu'on voit, pour l'instant, c'est sûr et certain, on le voit dans les actions des États, donc c'est une prise de conscience forte sous les enjeux de sécurité, donc de type sanitaire, etc. Donc le Covid a reposé de façon assez forte et urgente sur la table. Donc, je pense que par rapport à toutes ces questions-là, la réponse est oui, bien sûr, l'État va reprendre la main et de façon assez importante. Voilà. Après, sur les questions économiques et sociales, je pense qu'évidemment, tout ce qu'on voit pour l'instant, ça va être une grande relance. Donc, finalement, des dettes évidemment, qui vont devenir lourdes. Donc, là aussi, je pense qu'il y a une réflexion intéressante qui est apportée donc, par les nouveaux indicateurs, que tout dépend finalement de comment vous comptabilisez la dette. Hein. Donc, si vous regardez la dette uniquement d'un point de vue de la dette, donc dire bon bah voilà on va dépenser l'argent et du coup ça va fragiliser la position de l'État, évidemment vous allez dire bon bah ça va être terrible, cette relance finalement ça va appauvrir les États encore plus fragiles, ils vont devoir ensuite dépenser, se remettre dans une démarche de consolidation des budgets, etc. Après si vous voulez en effet non seulement donc l'argent qui est dépensé, mais comment il est dépensé. Et donc, vous regardez finalement le bilan de l'État dans une notion plus globale, ce qui est un peu, disons, la recommandation qui serait faite par les partisans, on va dire, ou en tout cas les personnes qui ont travaillé sur les nouveaux indicateurs. Et je pense notamment aux travaux de Piketty, mais aussi de Joe Stiglitz, qui disent il faut regarder les bilans, donc regarder non seulement évidemment toute la partie, disons, de dette, mais toute richesse. Donc finalement, si par exemple, quand vous investissez dans des infrastructures qui sont vertes, qui sont des infrastructures qui vont créer des externalités positives, finalement. Des externalités positives, des postes d'emploi pour les travailleurs plus clairs. Si vous faites tout ça, finalement, vous êtes en train de bâtir une richesse. Vous êtes de bâtir l'avenir, de préparer l'avenir pour les générations futures. Voilà, bien sûr. Donc, c'est une question de comment on comptabilise, mais finalement, c'est évidemment une question plus profonde de comment on investit
de façon productive. Mmh. Et donc, encore une fois, comme on utilise cette crise pour finalement plutôt enclencher quelque chose de positif après. Mmh. Donc, juste dernier point sur cette question de la demande finalement qui vient des populations, et, parce que vous y avez fait référence. Et en effet, si on juge seulement par rapport aux demandes, aux attentes des citoyens de l'OCDE, je peux vous dire que oui, il y a une demande très forte. Donc aujourd'hui, on a 40%, plus de 40% de ménages dans l'ensemble des BLE qui sont dans une position de ce qu'on appelle vulnérabilité financière, donc une insécurité financière. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont 3 mois d'épargne en fait finalement pour faire face à des dépenses non prévues, etc. Donc ça veut dire que si on dit que c'est 3 personnes qui sont, c'est des personnes qui sont à 3 mois de la pauvreté. C'est-à-dire que s'ils vont perdre leur revenu, un revenu correspondant en fait donc au salaire mensuel pendant 3 mois, et ben ces personnes-là finalement se retrouvent sous la seuil de la pauvreté. Donc, il y a une situation de parité objective et on voit aussi, là aussi, quand on a fait des enquêtes sur les perceptions, donc les risques perçus par les populations, donc un ressenti très profond que les gens se trouvent vraiment dans des difficultés importantes et qui donc attendent énormément des États. Donc là aussi, je pense on peut voir un peu je ne veux pas dire négatif, vous voyez, ça peut faire un peu peur, mais à la fois, il y a ça une donne vraie occasion ici de reprendre la main, de répondre à l'attente. Complètement, voilà. Et tout à fait, c'est ce que vous disiez. Donc, les démocraties, finalement, les citoyens ont besoin de l'État, ont besoin que le gouvernement soit là pour intervenir de façon intelligente, j'ai envie de dire. Et après, est-ce que c'est fort au sens large du terme? Sans doute, il y a des secteurs, il y a des dépenses, etc., qui sont si… la taille financière doit être importante, mais c'est aussi la façon dont l'intelligence, en fait, de savoir intervenir de la bonne façon, d'aller pouvoir travailler, vous voyez, là où il faut, aussi avec les bons moyens, et aussi parfois en coopération avec les… Même pas parfois, souvent en coopération avec les secteurs privés. Finalement, je ne pense pas qu'il faut poser la question de… Est-ce qu'il faut remplacer l'État par les privés ou les privés par l'État? On peut imaginer que c'est vraiment une collaboration et c'est voilà. L'impulsion dont vous parliez, c'est une impulsion jointe. Il me semble que les défis auxquels les sociétés, les économies font face aujourd'hui, c'est des défis tellement lourds, complexes qu'on peut on peut les résoudre en partenariat, en intelligence collective. Absolument. Bon, écoutez, merci infiniment, Romina. C'est court pour parler de sujets aussi complexes et aussi passionnants. Mais bon, j'espère que vous aurez pu, grâce à ce webinaire, apporter quelques éclairages intéressants pour nos auditeurs. Merci infiniment aux plus de 100 personnes qui nous ont suivis. Merci infiniment, Romina, pour votre temps. Et merci à l'Institut d'économie positive d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.